Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission ici à Compiègne, non pas du tout, Compiègne Geek Convention, pardon. Et aujourd'hui on va commencer la première émission de ce salon avec des artistes que j'ai ici. Regardez-moi ça. Nous avons Lily, Fabien, Julien. C'est ça? C'est ça. Yes. Ici, tous, Fabien Julien qui est issu de l'association Métabulle. Je ne sais pas si tu en as fait partie du coup, si c'est ça? Pas de Métabulle, mais de la Lanterne ABD qui était avant Métabulle. Et toi, tu es donc sur une carrière solo, on va dire. C'est ça. Tu gères ton truc. Hein. Et du coup, on va parler de tout ça. On va parler de la grande question des artistes et surtout des artistes plutôt côté où vous vendez plutôt principalement sur Internet. Vous faites peut-être un peu moins d'exposition qu'un artiste classique, on va dire. Mais justement, comment gagner sa vie avec l'art en fait? Parce que c'est une grande question. Aujourd'hui, l'accessibilité de l'art paraît plus facile en fait. Il y a beaucoup plus d'artistes qui rentrent sur le marché. Mais aujourd'hui, c'est plus mettre du beurre dans les épinards, c'est plus un gagne-pain de fin de mois. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas forcément. Et justement, connaître un petit peu votre avis sur votre situation à vous et comment vous imaginez vous en sortir dans 5-10 ans, si c'est possible, à un moment donné, de s'en sortir, de se créer une image et de devenir un artiste national en vendant des tableaux à 5 millions. Oui, d'abord national, c'est sûr. Alors d'abord, peut-être, avant de commencer, peut-être vous présenter chacun pour voir un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Okay. Vas-y. Ok. Bah, du coup, je m'appelle Lily Fou de mon nom de stand, on va dire. J'ai commencé du coup avec la Lanterne ABD qui m'a trouvé. Je commençais à publier sur les réseaux sociaux de manière tout à fait modeste et occasionnelle. Et puis j'étais basée à Saint-Quentin à ce moment-là, lieu de rencontre de la Lanterne ABD. Donc j'ai été avec eux sur ma première expo en 2015. D'accord. Et j'ai eu un coup de foudre pour les expos. Mais vraiment, l'ambiance, de rencontrer des gens qui sont là que pour se faire plaisir. Et tu as des retours que de gens qui s'arrêtent et donc qui aiment ce que tu fais. C'est très 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 gratifiant. Et puis si tu peux vendre un petit peu sur cette journée-là, même de manière ridicule, hein, ma première expo j'ai fait 60 €. J'étais en mode ouais, c'est toujours ça. Je peux vivre de ça, non pas avec 60 €, mais j'ai eu un coup de folie, je me suis inscrit direct à Japan Expo dans la foulée. Ah bon? Tu vois, petite expo de quartier gratuite. Japan Expo, allez, c'est parti. Et j'ai eu la chance que c'est très bien fonctionné pour moi. En fait, j'ai la chance que mon style plaise. Parce que c'est aussi c'est pas qu'une histoire de travail. Tu peux très bien avoir du talent, du travail acharné, y passer tes jours, tes nuits, avoir une passion de fou, mais ton style serait trop particulier pour que ça plaise. Et je connais des gens pour qui c'est le cas, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est trop en dehors de ce que les gens aiment en général. Du coup, je me considère chanceuse. Parce que c'est tous les gens qui sont là, qui vont aimer ce que je fais, qui vont faire que ça fonctionne. Ouais, non mais bien sûr. Attends, je vais quand même sortir c'est aussi une bonne question de... Non. Ah, j'aurais pas dû le mettre dessus. Attends, non. J'aurais pas dû le mettre dessus. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait un au-dessus. À un moment, il cherche pas à le remettre. Non, il est mort. Oh merde. Tant pis. Attendez, j'arrive. Les aléas. Oups. Attends. Ça sera coupé ça ou pas? Oui, ça sera monté. La honte. À la cata. J'avais pas vu qu'il y en avait un au-dessus. Non, bah, t'embête pas, t'arriveras pas. Il est beau le cadre. Bah oui. Bah oui, en Bah chez Action. J'ai pas trouvé celui-là, moi. Donc ça va, le prix fait moins mal que si... Bon. Ça fait le deuxième en Ouais. Ah merde. Déjà un 4. J'en ai flingué un déjà hier. Je m'étais élevé pour montrer un petit peu ce que Lily propose. Non, bah j'aurais pas dû le mettre là-haut, c'est bon. Et on va recoller, il y a un truc, il y a une dingue, c'est pas possible. Bah en tout cas voilà, regardez un petit peu. Regardez ce que ça fait, ça c'est donc le travail de Lily. Et toi donc tu as commencé à dessiner depuis très jeune. Ouais, je me rappelle pas avoir pas dessiné en fait. Si tu veux. J'ai toujours adoré ça. Tout ce qu'il me fallait c'était une boîte de crayons et un bloc de papier, sinon c'était les murs qui y passaient. Ah oui d'accord. J'étais ce genre d'enfant, tu vois. Ça arrive, ça existe. Et oui. Ça n'a pas tout de suite été un choix de carrière parce que j'avais pas forcément d'idée. C'est-à-dire que des fois, tu arrives au lycée et on te dit maintenant il faut choisir une filière et c'est là, ah bon? Et parce que toi, tu as fait des études en art. Bah, du coup, oui
Oui et non. J'ai fait un bac littéraire. Après, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué où là, j'ai touché à tout, mais vraiment à tout. Ce qui m'a permis de découvrir que j'aimais plusieurs aspects de l'art et que je voulais vraiment être dans l'art visuel, si tu veux, que vraiment quasiment tout me plaît dans l'art visuel. Et après, j'ai fait une école de cinéma d'animation, mais là, ça s'est pas bien passé. C'était pas du tout ce que je recherchais. Du coup, finito. Et plutôt que de reprendre dans une école plus ciblée, qui sont aussi plus difficiles d'accès, j'ai travaillé chez moi. D'accord. Alors c'est une décision difficile et il faut beaucoup de motivation. Il faut se dire, voilà, aujourd'hui tu bosses ça, aujourd'hui tu bosses ça. Il faut s'auto-gérer au niveau... Bah oui, c'est toujours ça. Il faut s'autodiscipliner en fait, si tu veux. Mais je voulais vraiment réussir. J'avais des... Comment dire, chacun son tour, j'avais des objectifs. En termes de qualité, en termes de rendu de ce que je voulais avoir. Et il faut y aller doucement. Il ne faut pas se dire tout de suite, moi je veux faire ça. Ah bah oui, il faut se mettre des échelons. Un objectif là et un objectif là. Et petit à petit, j'ai été satisfaite de ce que j'ai fini par fournir en quelques années. Je crois un ou 2 ans après avoir commencé à travailler avec la Lanterne. Et donc c'est là que j'ai commencé ma première expo avec eux. Et je me suis dit, bah c'est parti. Ouais. Après, j'ai arrêté de faire que des expos. J'ai eu l'opportunité d'avoir un travail salarié et dans le Beaux-Arts. Donc dans un Cultura, je vends du matériel que j'utilise. Donc je suis conseillère en matériel Beaux-Arts. Et du coup, ça reste un travail que j'adore. Et puis l'équipe du magasin, ça joue beaucoup, est formidable. Et du coup, ça me permet d'avoir une sécurité. C'est-à-dire que là, les années passées, quand on a eu des confinements, quand on a eu 0 exposition, j'avais la sécurité et je pense que sans ça, je ne sais pas si je pourrais encore aujourd'hui faire des stands. Donc je suis très contente d'avoir fait ce choix. C'est pas un choix facile, mais la boîte étant très créative me permet de continuer à côté en parallèle d'avoir mes activités créatives, me permet de faire des salons, me donne des week-ends dont j'ai besoin à condition que je n'en demande pas trop. Et voilà, à terme, peut-être si ça continue à bien se développer et que j'ai beaucoup plus de demandes, peut-être éventuellement réduire mon contrat un petit peu pour avoir un jour de congé en plus, pour travailler plus ici. Je me vois pas forcément quitter la boîte non plus parce que j'adore ce travail et puis tout ce qui est cotisation, retraite, tout ça, c'est un petit peu, faut y penser aussi. Mais si un jour je dois choisir, Lily Fou d'abord. Oui, non mais bien sûr, c'est ce qui est normal. Et donc toi, Fabien, d'où t'es partie l'idée de décider de... Alors moi, mon parcours, il est un peu différent en fait, parce que comme Lily, on va dire le dessin, c'est depuis tout petit. Moi, ce qui me motive aussi, c'est la transmission de mon savoir-faire. C'est faire des ateliers avec les jeunes et les moins jeunes. Et en fait, moi, je suis enseignant. D'accord. Je suis enseignant en art. Et un enseignant en art, donc je continue, bien sûr, je fais du dessin, je fais de la peinture, de la bande dessinée. Et en fait, la chose qui me motive aussi, c'est de transmettre mon savoir aux plus jeunes, de leur apprendre tout ce genre de choses-là. Je ne cache pas que le fait d'être fonctionnaire, d'avoir un salaire aussi qui tombe à chaque fois, ça me permet de me dégager aussi du temps pour avoir des activités artistiques annexes à côté. C'est pour ça que je trouve mon confort au sein d'une association. Je l'ai trouvé pendant plusieurs années au sein de la Lanterne à BD, là où on s'est connu avec Lily et là où on s'est connu avec Julien. Et depuis un petit peu plus d'1 an, en fait, avec Julien, on a fondé l'association Métabule, qui est plus axée sur les arts plastiques. Qui propose des ateliers, des fresques murales. On veut partir de l'auto-édition. On n'y est pas encore de tous les côtés parce que l'association est encore jeune. Mais moi, c'est ce qui me permet de m'épanouir, on va dire, artistiquement dedans. J'ai tenté, je suis resté pendant 5 ans un peu aussi en solo. Mais quand on doit commencer à payer l'URSSAF, quand on doit commencer à gérer les papiers, à faire tout ce genre de choses-là, alors qu'en plus c'est pas notre métier principal, et qu'au final l'argent qu'on arrive à faire rentrer ressort après dans tout ce qui est taxes, ce genre de trucs-là, je me suis dit bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté associatif, le côté transmission des savoirs. Continuer à me faire plaisir et du coup j'ai arrêté et j'ai mon travail d'enseignant parce que ça me convient très très bien et à côté de ça j'ai on va dire mon
pas mon métier, mais ma grande passion dans l'associatif où je continue à transmettre et je me fais plaisir aussi à travers des expositions comme ici à la Geek Convention de Compiègne à vendre aussi un petit peu mes travaux personnels et à proposer de faire un peu de pub aussi pour l'association. C'est ça, mais en fait t'as pas eu ce côté frustration en fait de ne pas être aussi créatif, de ne pas avoir le temps en fait de pouvoir créer. Puisque tu avais déjà cette logique de pédagogique avant en fait. Mais on va dire des fois je l'ai quand même, des fois j'ai envie d'arriver à me dégager plus de temps pour... j'ai plein d'idées mais je pense que j'ai trop d'idées pour arriver à tout faire. Ouais. Et quand on a un boulot à côté, quand on est père de famille, quand on a une vie aussi à côté, des fois on est sur un projet d'album de bande dessinée collective. Ouais. C'est chronophage au possible, on va le faire, mais sauf que on essaye de se donner un délai pour le faire. On se rend compte qu'à chaque fois, il faut le repousser un petit peu parce que y a une commande qui tombe, parce qu'il y en a un prévu qui arrive. Et comme c'est pas notre métier, c'est pas notre gagne-pain, c'est plus notre passion. Ouais, des fois, c'est vrai que j'aimerais bien tout d'un coup dire bon, allez, stop, ça on le fait pas. Je me prends du temps, je me pose derrière dans mon atelier, j'avance. Bon ça, je l'ai un petit peu moins. Mais d'un autre côté, pour contrebalancer, je me dis oui, mais tu as la chance aussi, en tant qu'enseignant, d'avoir un peu de temps, d'avoir des vacances, d'avoir un salaire fixe et de pouvoir, contrairement à d'autres personnes qui veulent le faire, qui ont peut-être encore moins de chance que moi de pouvoir le faire, j'ai quand même le temps des fois de me poser une après-midi et de dessiner et d'avancer et d'avoir moins les papiers à faire parce que dans l'association, c'est ma compagne du coup qui gère tout le côté administratif, elle est la secrétaire, trésorière et elle est dans sa branche, ça reste familial on va dire dedans quoi. Non mais c'est ça, c'est le côté associatif aussi qui te tient un peu dedans. Ouais. Là-dedans je m'épanouis aussi. Ouais. Et toi Julien, alors du coup, toi comment c'est arrivé, qu'est-ce que tu fais dans l'art et qu'est-ce que tu fais dans l'état bulle aujourd'hui? On peut dire que alors c'est marrant parce qu'on n'a pas tous du tout le même parcours en fait. On a vraiment démarré de façon complètement différente. Comme tout le monde, j'ai commencé à dessiner très tôt, donc vers peut-être 5-6 ans, dès que tu commences à choper un crayon, à travailler tes formes, tout ça, tu tiens, moi aussi je veux faire du Astérix, des trucs et tout. Oui. J'avais même commencé à refaire tout un mur au crayon de couleur dans ma chambre et tout, j'ai jamais fini d'ailleurs. Il y avait un Donald Duck et un Picsou qui se battaient, puis c'est tout, et je me souviens d'une tante qui venait tous les ans, alors tu le finis et bon là, t'es gamin, tu testes des trucs, tu fais plein de choses. Et par contre, il y a un truc que j'ai toujours su, c'est que je ferais de la bande dessinée. D'accord. C'était mon kiff, j'étais branché Picsou, j'étais branché alors, beaucoup univers Disney. Il y a eu un peu d'Astérix et de Tintin entre deux. Mais quand j'ai découvert Spawn et les comics, ça a été une révélation et là... l'univers un peu dark. Je me suis dit, le v'là, ça c'est la BD que je veux faire en fait. Ouais. C'est là-dedans que je veux me lancer et puis après les romans graphiques et tout qui sont arrivés. Je me dis c'est ça en fait, je veux avoir ce côté un peu romancé, graphique, où tu balances de la couleur et de l'ambiance et tout. Ouais. Et ce que je veux c'est faire un film en bouquin quoi. C'est vraiment... C'était le gros geek qui voulait vraiment montrer que lui aussi il savait faire des trucs et que voilà quoi, il voulait montrer tout ça quoi et amener aussi ses propres histoires. Et du coup je me suis lancé dans dans mes études, je me suis lancé dans un truc qui colle un peu mais pas vraiment, c'est en art graphique. Ouais. Donc, j'ai fait de la communication visuelle et tout ce qui est info en fait, infographiste, tout ça. Parce que j'avais un peu la trouille aussi de m'en aller loin de la maison et tout en me disant les écoles d'art quoi, puis la plupart sont pas hyper données quoi, donc je me suis dit je vais me contenter de l'école de graphisme qui est dans mon secteur, voir un peu ce que ça donne. Et au final j'ai fait mes 6 ans d'études, CAP, bac et jusqu'au BTS. Et passé le BTS, j'ai eu un emploi à Saint-Quentin et j'y suis resté 10 mois. Parce qu'en fait pendant ces 10 mois, je me suis pris du taf à gogo où t'es pressé comme un citron parce qu'il y a un client qui veut un logo, du coup il faut lui balancer idée sur idée, puis il faut qu'il sorte en 3 jours. Et en fait, au bout de 10 mois, tu te rends compte que je suis toujours en train de dessiner, mais je fais pas ce que j'aime en fait. Ça me donne pas envie en fait de faire ça. L'univers du travail te convenait pas quoi, ou le système de productivité intensive, c'était pas ce que tu voulais quoi. C'est répondre à une commande, ça me dérange pas parce que j'aime bien le rapport client et tout.
Mais en fait, claquer des vélos et tout pour une affiche ou un truc, bon bah c'est marrant, mais quand on a fait 5-6, c'est bon quoi au bout d'un moment. et du coup, bah, j'ai eu une conversation avec ma patronne de l'époque qui comprenait en fait que j'avais envie de faire des choses et que je pouvais pas lier les deux en fait. Oui. Et elle a été franche avec moi, elle m'a dit bah faut que tu choisisses. Où tu te lances dans le dessin et tu fais tes trucs, ou tu continues en graphisme, mais il faut que tu en arrêtes un des deux parce que tu vas te cramer les ailes. Quoi. Et bah la réponse a été directe, hein. Je me suis dit bah vas-y j'arrête. Donc après j'ai galéré pendant un peu plus d'1 an à essayer de me trouver un taf. Parce qu'il fallait quand même avoir la partie alimentaire qui rentre. Quoi. Ah bah oui, non mais bien comme sûr. Tout le monde, hein, on a besoin de manger. Et j'ai entreaperçu une voie où je me suis dit que je pourrais peut-être réussir à lier les deux. Je suis parti en usine en fait. Je me suis lancé dans de l'intérim. Je dis vas-y. Oui, c'est ça, ça se tente. Hein. Bah voilà, c'est... Faut tester, non mais c'est ça, après l'intérim c'est pas forcément les trucs les plus fun du monde. Oh non, mais, bah non, parce que... tu sais que c'est temporaire, tu sais que c'est... Bah voilà, ça va durer t'es un peu plus libre quoi, tu fais un peu pas ce que tu veux, parce que t'as quand même... il faut quand même être respectueux envers la boîte qui t'embauche et tout. Oui, c'est ça. Mais t'es quand même un peu plus libre que quand t'es embauché quoi. Et du coup bah, j'ai fait 8 ans d'intérim dans plusieurs boîtes différentes. Et la dernière, où je suis resté 4 ans, c'était une usine où on faisait des canalisations d'incendie. D'accord, ouais. Où j'ai rencontré pas mal de belles personnes avec qui je suis devenu très pote et tout. Et j'ai réussi à créer pas mal de relations et tout. Sauf que bah, l'année dernière, ils ont fait le choix de me changer de poste. Donc avant ça, j'étais sur un poste sur machine qui était pas relax, mais qui était moins demandeur physiquement. Ouais. Et là, d'un seul coup, ils m'ont balancé en peinture. Bon, c'est paradoxal, hein. En peinture, tiens, tu vas peindre les tuyaux et tout, t'actionnes la chaîne, tout ça. Ouais, bah vas-y, c'est cool, je vais tester. Et en fait, il se trouve que c'est le poste le plus physique, celui qui te demande plus de niaque. Parce que comme tu es à la fin de la chaîne, il faut tout contrôler en fait. Ah, faut que ce soit nickel. D'accord. Et du coup, tu as plus d'efforts physiques à faire et plus de pression mentale qui te tombe dessus. Parce que tu gères plusieurs secteurs de la boîte. Ouais. Parce que tout revient vers toi en fait. Tu es vraiment l'entonnoir à la fin et c'est par toi que tout est contrôlé. Et ça m'a complètement séché en fait. J'y ai fait 8 mois et ça m'a séché. Et j'ai fait une espèce de... Oh, pas de déprime, mais j'ai frôlé la grosse remise en question où je me suis dit, mais en fait là je suis en train de... Parce que il y avait un truc contradictoire où je sentais que je pouvais gérer en fait là-dedans. Tu sais, c'est compliqué parce que t'es pas là à la base, mais n'empêche que tu arrives à gérer le poste et limite les mecs, bah, comme ils voient que toi t'es tatillon sur les trucs, tout ça, tu vois une éraflure, tu ramènes la balle alors qu'il y en a plein qui n'ont rien à cirer. Et en fait ils se disent bah lui il est bien en fait, il fait bien le poste comme il fait bien le boulot comme il faut. Et moi je me suis dit bah en fait non, je veux bien, je fais bien mon taf, mais non faut... les gars, croyez pas que je vais rester là pendant 10 ans, c'est mort. Et en fait bah, ça m'a fait travailler, et plus le fait à côté de monter Métabule avec Fabien où on a rencontré d'autres personnes et il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes. Et là je me suis dit bah en fait il y a un nouveau vent là qui est en train de monter. Je me suis remis en question, je me suis dit vas-y, j'essaye de monter ma boîte et de voir ce que ça peut donner en fait. Et ça c'est la boîte, non c'est pas Métabule, c'est ta alors boîte. Ça n'a rien à voir avec Métabule, c'est moi à part, je me suis dit vas-y, je me mets en auto, je teste. C'est ça. Et je vois ce que ça donne. Mais on va dire, je l'ai bien réfléchi, je me suis dit je vais partir un peu comme un graphiste, où je vais fonctionner principalement à base de commandes. Et à côté, je vais avoir une partie où je vais faire mes trucs à moi. Mon truc c'est vraiment l'illustration, la bande dessinée, et je m'éclate aussi à ressortir une vieille technique qui est la pyrogravure. Où je m'éclate à retaper des trucs, comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait un touret, tu sais, une vieille bobine de chantier là. J'ai décapé à fond, j'ai fait une énorme pyrogravure sur le dessus et je l'ai foutu en vente, vas-y on va voir ce que ça donne. En plus j'y ai mis un décapsuleur en dessous en disant hey, les mecs regardez, c'est vraiment la tome du buveur de bière quoi, t'as le décapsuleur qui est intégré en dessous et tout. Et je me suis éclaté à faire ce truc là. Et du coup je me suis dit bah vas-y, je monte ma boîte. J'ai ma partie alimentaire où je fais les portraits et de la fresque, parce que la fresque je me suis aperçu que ça marche. En plus, moi, c'est un kiff que j'ai depuis longtemps. Je te disais au tout début avec les Picsou et tout. J'ai dit, vas-y, je ressors la fresque et tout. Et à côté, j'aurai l'éclate, mon truc à moi où je m'éclate et où je fais de l'illustration. J'essaye de faire de la BD avec Métabule,
Bon, comme disait Fabien, c'est toujours compliqué d'arriver à trouver du temps, mais n'empêche que le lien est là en fait. Oui. Et la pyro en plus pour pouvoir me faire plaisir. Et là, la boîte est ouverte depuis début d'année et tu sens, c'est pas prolifique à mort, quoi. Tu gagnes pas des ronds dès le début, mais tu sens qu'il y a un truc qui se fait, ça se met en route. Et à chaque mois, en fait, tu rencontres des nouvelles personnes, tu découvres des salons, tu dis tiens, je vais me mettre sur celui-là et tout. En plus, ils cherchent des mecs du coin et tout qui font un peu de trucs artisanal. Et vas-y, je me mets dessus, puis on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, quoi. Puis c'est du kiff. C'est marrant parce que vous avez chacun des parcours, c'est vrai, différents, même si vous partez à la base de la même association, mais vous gérez, en fait, vous avez toujours ce métier, on va me dire entre guillemets, gagne-pain, le métier qui vous permet d'avoir de l'argent sans se poser des questions de savoir si on va s'en sortir à la fin du mois, toujours orienté autour de l'art, en fait, à part peut-être toi ou vers la fin, tu t'es un petit peu plus orienté vers ce que tu voulais, mais le boulot d'intérim, c'est pas le plus fun. Mais justement, est-ce qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous êtes dit, je vais arrêter totalement le dessin ou c'est quelque chose qui n'est pas viable? Est-ce qu'à un moment, vous êtes mis des barrières en disant, c'est pas possible, je me pose trop de questions, c'est pas une activité qui est rentable en fait, ou sur laquelle je pourrais m'en sortir? Moi, je me suis beaucoup posé la question. Enfin, c'est arrivé à 2 reprises. L'année dernière et il y a dizaine d'années, après mon fameux travail en info, là, où j'ai eu une grosse remise en question et où je me suis dit, mais c'est marrant parce que tu te poses la question, et au fond de toi, tu sais très bien qu'en fait, non, l'art c'est le truc qui est là depuis longtemps, c'est ancré, c'est enraciné, et ça tu peux pas le virer en fait. Si tu le vires, tu vires une partie de toi-même, donc ça qui te rend heureux, en fait. Tu peux pas le. Oui, mais après. T'enlèves la partie qui te fait kiffer ta vie. Oui, mais tu vois, c'est aussi le côté de se dire, j'ai pas le temps en fait. Au bout d'un moment, j'ai pas le temps. J'ai mon travail à Cultura, je vais pas. Le soir, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire autre chose. Je pense que c'est un gros problème chez tous les artistes, et je pense que vous allez confirmer qu'au bout d'un moment, on se dit mais putain, pourquoi il faut vraiment aller dormir là tout de suite? Ah oui. Est-ce que je peux pas prendre un bout du cerveau, va dormir, moi je continue parce que effectivement le travail te prend du temps et de l'énergie que tu pourrais mettre dans le dessin, mais en contrepartie, il t'assure une stabilité financière qui est assez essentielle, même si certains y arrivent. Mais dans mon cas où je suis encore une petite entreprise et où alors mon travail plaît, me permettre peut-être d'en vivre aujourd'hui, mais de manière irrégulière. Puisqu'il y a des mois sans salon, il y a des machins, des bidules, il y a toujours des aléas. Mais disons que le fait d'avoir un boulot à côté, un boulot que j'apprécie, donc qui ne me pompe pas moralement si tu veux, parce que c'est important aussi, mais j'ai pas de pression dans mon côté illustration. Oui. À me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais bien pouvoir le vendre, est-ce que je vais pouvoir en tirer du profit avec le temps que j'y mets, parce qu'à côté j'ai déjà ça, grâce à mon travail. Et pour moi c'est en plus d'une sécurité, c'est vraiment un confort et un anti-stress en fait, puisque finalement quand je dessine que pour moi. Je ne prends pas de commande parce que effectivement mon temps que je donne pour des choses que j'ai pas forcément envie de faire, c'est déjà pris par le travail. Même si j'ai envie de travailler, j'aime mon travail, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr. Quand la commande te tombe dessus, la commande où tu te dis j'aime pas trop son sujet, j'ai pas envie, j'aime pas dessiner des motos, j'aime pas son personnage, mais j'ai besoin de son argent. Ça, ce genre de commande, pour moi, ça se voit dans le résultat. Ah oui. Quand j'ai pas envie de le faire ou quand j'aime pas le sujet, ça se voit dans le résultat. C'est pas aussi performant, il n'y a pas le peps que tu vas avoir dans une illustration dont tu as choisi le thème, le personnage, les couleurs, etc. Pour moi, c'est pas pareil. Donc aujourd'hui, je dessine vraiment que pour moi. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je me suis fait plaisir à moi. Donc, mais je comprends. J'ai mon équilibre là-dedans. Mais j'aimerais bien ne pas avoir besoin de dormir. Non, mais après, derrière, c'est aussi par rapport à ce cumul à un moment donné, de se dire tous les jours, c'est la même chose. C'est toujours très compliqué en fait pour un artiste de passer le cap, de passer je fais ça pour le plaisir à ce moment-là où je vais dire c'est bon, en fait je suis assez rentable pour m'en sortir tout seul. Une question de confiance déjà. C'est sans doute une question de confiance, mais c'est même une question de confort aussi à un moment donné. C'est-à-dire que tu vis aussi dans un monde où l'argent a de l'importance et si tu arrives à t'en sortir avec 800 balles, tu te dis c'est bon, je peux m'en sortir avec 800 balles, je peux vivre de mon art avec les 800 balles que je me fais en moyenne tous les mois. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste ce temps-là qui peut être long, qui peut durer 4-5 ans ou même plus, hein, de se dire j'ai mon travail alimentaire et j'ai ma vie d'artiste, mais sur 5 ans, la situation n'est pas évoluée, donc du coup se dire est-ce que je continue quoi, ça fait 5 ans, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que c'est des logiques à un moment qui rentrent dans la tête et qui
pas, qui pour vous est un argument pour se dire je lâche l'affaire parce que ça même si enfin je souhaite que le bonheur de votre vie d'artiste, hein, mais il y a peut-être que vous avez aussi d'autres cas, d'autres amis qui sont dans cette situation-là ou qui justement c'est trop compliqué quoi. Moi je pense c'est une question comme l'a dit Lily, c'est une question de bien-être intérieur en fait. Et une question de stress qui arrive, c'est que si notre motivation première, si le truc qui nous anime depuis qu'on est tout gamin, c'est dessiner, c'est faire de la bande dessinée, c'est faire de la peinture, c'est qu'on a une fibre artistique, nous, comme d'autres peuvent avoir une fibre musicale ou peu importe, mathématiques, dans n'importe quel domaine. Je pense qu'à un moment donné, il est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, dans quelle direction je vais aller. Il y a ceux qui, comme Julien, on va dire, ont eu un taf alimentaire à un moment donné, mais qui a commencé progressivement à le ronger. Il y a Lily qui trouve son équilibre entre, je ne sais pas quel pourcentage c'est, mais peut-être 50% de ton temps en expo, 50% de ton temps chez Cultura, tu te diras mieux que moi le temps de pourcentage. 35 heures semaine au magasin et le temps où je dors pas à la maison à travailler ça. Mais après, voilà, Lily, elle a aussi son. Elle travaille pas, on va dire, elle est pas chez McDo, quoi. Elle a trouvé, elle est dans les Beaux-Arts. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve. Je suis à Disneyland. Voilà, moi, je suis enseignant en art. Je suis pas prof de maths et je fais du dessin à côté. C'est que je trouve aussi dans mon métier, je pense que pour être serein, il faut à un moment donné se poser la question et se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime. Et c'est comme moi je dis à mes élèves, à mes gamins à chaque fois, tout est une question de motivation en fait. Vous voulez quelque chose, du coup il faut il faut sortir les doigts et puis il faut le faire, il faut s'en donner les moyens. Tu veux faire quelque chose dans ta vie, t'y vas quoi, tu le donnes, tu veux être artiste, tu te défonces, tu le fais. Tu vas pas gagner 25 000 balles par mois dès le début, mais c'est sûr. Si t'es bon, si t'y vas, t'y vas. Si quelqu'un fait après c'est peut-être juste personnel, mais si tu le fais avec passion, si tu le fais bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Non mais parce que la passion c'est une chose, mais au bout d'un moment, tu peux vivre, c'est la grande question, c'est de vivre de sa passion à un moment donné. C'est-à-dire que là vous avez de la chance parce que vous faites une activité derrière qui va de gagne-pain, qui vous plaît, mais qui vous prend un peu de temps sur votre métier d'artiste, on va dire, de créateur, mais ça vous plaît, donc du coup sur le principe il n'y a pas trop de problèmes, mais il y a d'autres artistes où c'est peut-être moins le cas, et justement c'est cette frustration là qui peut être où cette notion de passion va être juste une passion mais jamais un métier. Après, le statut d'artiste, on va dire, pour avoir des amis autres que Lily et Julien qui sont artistes, qui sont auteurs de bande dessinée, qui sont dans le métier, c'est des métiers qui font rêver. Ouais. C'est des métiers, quand on voit que j'ai des copains qui sont publiés chez des grandes maisons d'édition, on les regarde avec des étoiles dans les yeux. Sauf qu'après ils nous disent les week-ends je taffe, je dessine. Ouais mais tu dois être tranquille financièrement. Ouais. Il me regarde, il me fait non mais il dit je vis pas, je survis. Et quand on voit même on a beau être, je prends des exemples, mais des gens qui sont sur des grandes maisons d'édition, qui ont des bandes dessinées qui fonctionnent bien, ils ne gagnent pas non plus des 1000 et des 100. Quoi. Oui, non, mais bien sûr, il faut se donner les moyens et après, c'est souvent confortable quand on a peut-être un conjoint qui travaille aussi à côté et ce genre de trucs-là. Mais l'artiste idolâtré qui va gagner une somme astronomique par mois, c'est un infime pourcentage. Moi, on m'a dit, il y en a beaucoup il y en a peu qui en vivent, il y en a beaucoup qui en survivent. Non mais c'est ça. Je crois que ça résume pas mal la situation, quoi. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai une autre question sur cette fois-ci le fait de se faire connaître en fait en tant qu'un jeune artiste. Il y a cette notion de marketing, mais c'est un terme un peu barbare et peut-être un peu trop commercial du truc. Mais l'aspect marketing est justement se faire connaître soit sur Internet, soit sur les salons ou dans la vraie vie. Comment ça se passe quand on est jeunes artistes pour justement essayer de se faire connaître, essayer
se faire sortir de la masse des autres artistes et même de toute l'information qu'il y a sur Internet. Est-ce qu'il y a des méthodes? Bon là il y a Métabulle par exemple, qui est une association qui promeut un peu des artistes, mais il y a fatalement aussi à un moment donné d'autres méthodes pour se faire connaître peut-être soit du grand public, soit des professionnels de ce monde-là. Quelles sont les méthodes en fait pour s'en sortir, se faire connaître, pardon? Moi je pense qu'en fait à un moment donné faut faire comme une sorte d'étude de marché en fait. Ouais. Il faut analyser le truc et se dire bah tiens finalement ceux qui sont vachement tendance en ce moment, parce que c'est ce qui plaît, mais aussi parce que c'est ce qui est plus rentable, ça va être le numérique. Par contre c'est vrai que dès que tu claques un truc en acrylique ou à l'aquarelle ou au stylo, bah direct tout de suite les gens ils n'ont pas l'habitude de voir ça et ça les attire quand même en fait. Il y a quand même un truc qui se passe à un moment donné où les gens se disent bah en fait si là un portrait au stylo, bah en fait ça me plaît bien quoi. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'en fait c'est ça en fait, faut se faire une étude de marché et essayer d'analyser les trucs qui sont originaux, que les gens n'ont pas eu l'habitude de voir et qui sortent du lot en fait. Faut que les gens puissent avoir la surprise en fait et que ça les attire en même temps. Oui c'est ça, tenter des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouveaux dessins. Parce que je suppose aussi que vous avez une page peut-être DeviantArt ou d'autres systèmes comme ça. Moi j'ai pas DeviantArt. T'as pas? Je connais. J'ai jamais, comme je suis pas très connecté à l'univers numérique, au final, bah du coup j'ai pas eu c'est quelque chose que je devrais faire d'ailleurs parce que ça se trouve c'est un... Et qui peut être une plateforme aussi justement pour se faire connaître quoi. Je sais pas si votre page DeviantArt... Moi non plus, mais ce que je me rends compte aussi avec mes élèves... Ce que je me rends compte avec mes élèves qui eux du coup sont beaucoup plus connectés que moi aussi, c'est qu'ils sont sur Twitch, ils sont sur plein de chaînes où au final quand on commence à avoir un petit peu de bouteille, moi je suis de la génération Facebook, déjà les jeunes ils sont plus trop dessus, ça change, ça passe. Et ce que je me rends compte aussi progressivement, c'est que ça devient une part très importante du métier d'artiste de faire de la promo sur tout ce qui est réseaux sociaux. Alors moi j'ai l'impression que si je recule d'une quinzaine d'années avant, c'était plus facile parce qu'il y avait juste besoin de se créer une page Facebook. Sauf que maintenant, si tu veux briller un petit peu et te faire connaître, bon, faut que tu aies ton compte Facebook, faut que tu aies ton compte Instagram, faut que tu aies tes dessins sur Pinterest, faut que tu aies ta chaîne Twitch, faut que tu aies ton truc, ton machin, ton bidule. Au bout d'un moment, je me dis, waouh, je vais passer combien de temps à faire ma propre promo sur tous les différents réseaux sociaux. En fait, c'est un temps monstre. Il y a des copains qui font carrément des vidéos, qui font du montage. Quand on essaye une fois, mais ça prend un temps fou. Alors c'est pareil, c'est du temps qui va être dépensé en moins pour ensuite de la création pure. Bon, moi, j'avoue en toute humilité que je me limite aux grands classiques parce que c'est pas mon gagne-pain principal. Mais je comprends, bien sûr, mais après, je pense que les deux à côté de moi, ils sont sûrement plus impliqués dans tout ce qui est diffusion. Mais c'est parce que le marché est rude aussi à un moment donné. C'est ça, le marché évolue. Je pense que tu es obligé à un moment donné. Et puis, faut rentrer dans les algorithmes. Si tu postes pas vers cette heure-là à un moment donné sur Instagram, que tu perds tes followers. Enfin, moi, je veux pas en devenir dépendant. Mais c'est vrai que ça a son importance. Oui, c'est ça, mais ça reste un outil aussi à un moment donné. En fait, aujourd'hui, la diffusion, c'est les réseaux sociaux. Ça peut remonter aussi. Comme ça ? Ouais. C'est-à-dire, tu as eu Facebook, tu as eu Instagram qui est arrivé, aujourd'hui tu as TikTok. Je suis arrivée après la guerre sur Instagram. Quand il y a un nouveau réseau qui sort, je suis en mode bon, j'ai pas le temps, j'ai déjà assez de trucs à faire, tu vois. Et du coup, je suis arrivée sur Instagram plus tard, et du coup, pas au moment où j'aurais pu monter comme ça, tu vois. Et TikTok, pareil, j'arrive sur TikTok, je dis oui, bon, bah c'est un truc pour faire des challenges débiles, je vais pas faire de l'art dessus, tu vois. Et puis, j'ai pas le réflexe de me filmer quand je travaille. Donc, pas tout de suite. Là, j'en fais un petit peu, mais j'ai 5-6 publications. Aujourd'hui, pour être visible sur les réseaux, il faut vraiment que tu animes ta présence. Il faut que tu publies régulièrement du contenu. En fait, on te demande, en plus d'être illustrateur, d'être ton propre comptable, d'être ton propre gestionnaire. Tu dois tout faire. Tu as tous les aspects du métier. C'est un vrai métier d'entrepreneur. Et on te demande en plus d'aller passer...
d'aller passer un temps fou à animer ta présence sur les réseaux, à écrire tes posts en français, à écrire tes posts en anglais, peut-être en allemand si t'es limitrophe éventuellement, d'aller chercher les hashtags qui fonctionnent, d'aller regarder les vidéos. Certains te demandent d'être à jour dans toutes les diffusions des mangas super populaires. Personnellement, je lis plus des mangas, pas par manque de passion, mais par manque de temps, parce que c'est soit je lis des mangas, soit je passe là 1 heure à avancer mon projet. Et oui, on te demande de tout faire à la fois, mais c'est compliqué. Certains y arrivent, mais quand tu as, comme moi, peut-être un petit manque d'intérêt pour ce qui est réseaux sociaux à la base, c'est difficile de réussir à s'y mettre. Tu as parlé de DeviantArt tout à l'heure, j'y étais en 2012, je crois. J'ai essayé d'y revenir plusieurs fois parce que je sais que c'est une autre communauté que celle qu'il y a sur Facebook ou sur Instagram. Mais je lâche l'affaire rapidement. Question de temps. Non mais c'est ça, mais après derrière, en fait, DeviantArt, il faut peser sans rentabilité. C'est ça. Non, si mais ça te prend 1 heure et que tu as 4 réactions dessus, allez, ça suffit. Non mais c'est sûr, mais après DeviantArt, ça reste un réseau social d'artistes, donc du coup forcément, et c'est devenu peut-être un peu plus particulier, mais justement, est-ce que ça vaut plus le coup de se déplacer dans ce genre de salon ou même des expositions qui peuvent être faites Les salons, c'est différent. Tu fais des rencontres physiques. Tu parles en direct avec les gens, c'est beaucoup plus chaleureux. Et c'est que des gens qui sont enthousiasmés, au moins enthousiasmés par ton travail, qui viennent te voir. Donc déjà, toi, ton quota chaleur dans le cœur, il remonte. En convention, t'es boosté. Après une convention, t'es heureux, tu vois. Parce que les gens viennent te voir et ça te donne déjà un côté social à ton art hors réseaux sociaux qui fait du bien. Et tu fais des belles rencontres et tu as des opportunités. Oui, c'est très très bénéfique et puis tu as l'ambiance qui est particulière. Moi personnellement, quand je me prépare pour une expo et que je descends toutes mes valises pour les mettre devant la porte pour le lendemain, j'ai l'impression que je mets mes valises dans un train pour aller sur une autre planète en fait. C'est-à-dire que là je suis pas sur Terre ce week-end. C'est vraiment, bon chérie, je vais sur Saturne, je reviens lundi, tu vois. C'est une autre dimension qui personnellement me booste. D'accord, ok, très bien. Et j'ai une autre question aussi sur l'art numérique. Je sais pas si vous en faites. Soit directement art numérique, soit vous allez scanner et le rendre public numériquement. Est-ce que justement l'art numérique n'est pas une bonne solution à un moment donné parce qu'il y a la capacité de recopier, de réimprimer ce que vous avez fait et du coup d'être finalement plus rentable sur la longueur et même question aussi avec par exemple la BD par exemple, ou une BD qui aujourd'hui est numérisée et qui peut être vendue aussi en e-book ou des trucs comme ça. Est-ce que justement l'art numérique n'est pas une bonne solution pour les artistes aujourd'hui? Oui et non. Ah ouais, oui et non, en fait. De mon point de vue, c'est pas quelque chose qui doit remplacer, c'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a c'est pas qu'il y a forcément 2 écoles, mais quand on fait genre comme Julien le pratique par exemple de la pyrogravure, un rendu pyrogravure sur du bois qui est cramé. Si vous dessinez comme Lily qui vous a présenté tout à l'heure, c'est fait à l'encre ce que tu as fait. De l'aquarelle, fait à l'aquarelle. Il faut déjà avoir un matériel technique suffisamment qualitatif pour que si on refait une impression d'aquarelle, d'encre ou même de la peinture où on va voir vraiment cet aspect matière, cette pâte, cet empattement, ça va jamais rendre pareil. Il y a ce côté, on va dire, matériel de l'objet d'art qui est là. C'est un peu comme quand moi quand je fais un peu d'histoire de l'art avec mes gamins, s'ils voient un portrait de la Joconde sur mon vidéoprojecteur, elle est énorme. Je leur dis mais en fait elle est toute petite. Il y a vraiment un rapport, on va dire, à l'œuvre d'art qui doit se faire physiquement. Après, effectivement, tout ce qui va être parution de manga avec cette nouvelle façon de lire en faisant défiler l'écran, eh bien tout ça, c'est quelque chose qui doit exister. Il faut que ça existe parce que on a de plus en contraire par rapport à il y a 10 ans, il y a le téléphone portable qui est un vrai support de lecture maintenant. Tout ce qui est œuvre numérique, ça existe. Enfin, il y a des choses que du coup on peut faire à l'ordinateur. Qu'on ne peut pas retranscrire, on va dire tout simplement avec de la peinture, c'est très compliqué. Oui, donc c'est 2 choses qui se... Bien sûr, non mais là je partais pas du principe de remplacer le format physique, c'était vraiment juste en tant que support, quelque chose de, entre guillemets, plus rentable en fait. C'est une autre technique, oui, c'est ça, c'est une autre technique. J'ai l'impression que ça, c'est depuis, je sais pas moi, 5 ans, que c'est dans les conventions, dans les salons comme ça, c'est quelque chose qui
qui est beaucoup plus présent en fait finalement. Il y a toujours l'œuvre originale plus 10 copies numériques à côté ou 10 prints à côté qui vaut forcément 20 fois moins cher, quoi. C'est quelque chose qui gagne à fond. Nous dans l'association on a un illustrateur en fait qui travaille principalement comme ça, c'est-à-dire qu'il travaille quasiment pas en physique, mais en fait il fait des illustrations pour des jeux de rôle et les gens ensuite peuvent acheter ses productions et vont les imprimer en fait chez eux. Ah ouais. Donc du coup il a complètement dématérialisé son travail. Là il en a un petit peu sur le stand qu'il a imprimé lui-même chez lui. Et il y a tous. En fait, on revient assez rapidement au petit savoir-faire manuel, mais du coup, c'est dématérialisé et les gens peuvent acheter de façon virtuelle son travail et ensuite ils l'ont directement chez eux. C'est quelque chose. Moi, je trouve ça assez génial parce que tout d'un coup, tout le monde y a accès et en même temps, on voit le truc sortir de son imprimante et on prend ses ciseaux et on se redécoupe ses petits personnages, ses cartes de jeu et c'est assez génial, quoi. D'accord, non mais bien sûr, non mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est une autre méthode, que c'est pas... je sais pas, moi quand j'ai fait beaucoup de conventions, à chaque fois qu'il y avait des artistes, c'était toujours les deux qui étaient proposés. Mais je comprends aujourd'hui que qu'il y a forcément certaines méthodes, comme la pyrogravure, comme tu disais, qui n'a aucun intérêt d'être numérique, parce que justement, la pyrogravure, c'est quelque chose de physique, de matériel. C'est même l'odeur. Même l'odeur, non mais c'est ça, t'as envie de toucher quelquefois aussi, quoi. Ou même merde, comment on appelle ça, pas de l'acrylique, mais de l'huile sur toile, c'est quelque chose de physique. C'est sûr que ça va pas résoudre les problèmes. Mais là encore une fois, je te parlais de rentabilité, même quelquefois juste de pouvoir vendre en dehors d'être là physiquement aussi, ou même pour faire des dérivés, genre pouvoir les foutre sur un mug, pouvoir les foutre sur un t-shirt, pouvoir les foutre partout en fait. Aujourd'hui, ça peut être une boutique en ligne, quoi. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais justement, est-ce que vous avez une boutique en ligne à un moment donné? Est-ce que vous vendez sur Internet? Est-ce que vous êtes obligé à un moment donné de vendre sur Internet? J'ai une boutique en ligne. J'ai décidé de la faire quand j'ai commencé à travailler chez Cultura. Parce que je me suis dit je vais faire moins de salons. C'était au début vraiment pour pas avoir ce côté déceptif de bye bye, j'ai trouvé un boulot, salut. Ouais. Et du coup j'ai créé la boutique pour pallier au manque d'expo au niveau présence, pour que les gens puissent continuer à venir voir et éventuellement consommer mes produits sans avoir forcément besoin d'une rencontre. Ça pouvait aussi permettre aux gens d'un peu plus loin, du sud de la France notamment, qui me disaient souvent quand est-ce que tu viens en convention à Marseille. Jamais. Parce que trop loin, l'essence, tout ça, etc. Mais oui, ça a permis de compenser le manque d'exposition en termes de relations avec les gens qui me suivent. Et aujourd'hui, ça complète. Ça vient compléter le revenu salarié, si tu veux. Ça me permet de ne pas avoir que les expositions une fois de temps en temps qui vont me permettre de faire vivre mon métier d'illustratrice. Mais encore une fois, je vais prendre des termes très très un mec qui a un CDI et donc du coup forcément, est-ce que c'est rentable justement ta boutique? Est-ce que ça a été un bon investissement? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je vais payer donc tout ce qui est l'hébergement de ma boutique, mon nom de domaine, etc. J'en ai pour une trentaine d'euros par mois. Donc en général, il me suffit de rentrer 2-3 commandes et au moins là, la rentabilité pour ça, elle est pliée. Ouais. Si j'ai plus de commandes après, on est dans du vrai bénéfice. D'accord, oui. D'accord, ok, donc, très bien. Oui, ça fonctionne. J'arrive à animer mes réseaux suffisamment pour générer au moins 2-3 commandes par mois. Et dans le pire des cas, la boutique me coûte juste rien. Puisque jusqu'à maintenant, ça fait quelques années que j'ai ma boutique. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours chaque mois au moins remboursé la boutique. Et ça me permet, donc même les mois où j'en tire rien, il n'y a pas de frustration parce que moi je sais que je suis présente et que mon public apprécie ça. Et vous de votre côté, par exemple la BD que vous êtes en train de préparer, fatalement à un moment donné vous allez la vendre soit sur les canaux classiques, enfin je ne sais pas si c'est possible de pouvoir le vendre à la FNAC ou des trucs comme ça facilement, ou soit de manière numérique aussi. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à pouvoir vendre votre BD de manière numérique sur Amazon par exemple ou sur d'autres plateformes? La démarche qu'on a un petit peu au sein de l'association, c'est vraiment le côté, je veux dire associatif. C'est un peu absurde de dire ça, mais
Aller vendre sur des gros réseaux comme Amazon, la Fnac, c'est pas notre démarche première. Ouais. On est vraiment dans... ça fait un peu vieillot de dire ça, mais on a un côté un peu traditionnel, on va dire, on a envie déjà que la bande dessinée qu'on veut sortir soit pas une bande dessinée au rabais, dans le sens où on n'a pas assez de sous, on va être obligé de la mettre juste en noir et blanc, sur du papier recyclé. On veut vraiment sortir un objet presque aussi. Et cet aspect objet, du coup, aussi, ça va être plus intéressant pour nous de venir à ce genre de convention, à des festivals de bande dessinée, à des salons du livre, ce genre de choses-là, parce que notre démarche première, c'est de dessiner, et il n'y a rien de plus beau que de faire une dédicace aux gens qui viennent vous acheter le truc. Donc, c'est plus dans cet esprit-là, en fait. Le côté, ensuite, la dématérialiser pour que les gens y aient accès de façon numérique. Je vois que je ne me suis pas encore posé la question sur ça. Non, mais ça peut être intégré. Ouais. Mais après, je veux dire, pourquoi pas, parce que de toute façon, on va être forcé de passer par le scannage de nos planches. Elles vont forcément être numériques à un moment donné. Oui. Et du coup, pourquoi pas les proposer après sur des plateformes dédiées aux bandes dessinées et à la lecture. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on le teste, qu'on voit. Parce que ceux qui travaillent principalement, alors je vois ça principalement dans le manga, où on a une lecture qui est faite et qui est réfléchie pour qu'elle soit lue de façon linéaire. Je me pose la question là, est-ce que nous, notre future bande dessinée fonctionnera si elle est lue en switchant sur un écran, quoi. Est-ce que on aura le même rendu? Là, je pense qu'il faudra qu'on teste pour voir ce que ça donne. La piste. Donc après, mais la proposer numériquement, je prends l'idée, faut qu'on teste, on va regarder. Et je vous donnerai la réponse dans quelques mois, faudra voir. Ce qui est bien aussi chez la démarche qu'on essaye d'amener aussi avec Fabien dans Métabulle, c'est vraiment le méta, c'est vraiment le côté métaphysique où on essaye de piocher tout en fait et de ne pas fermer un objet à des codes. Là, on est sur un collectif où on part sur un truc psychédélique. On a prévu de le sortir un certain nombre d'exemplaires en version papier, sous un certain format. Et il sera sous ce format-là. Mais rien ne nous empêche à un moment donné de se dire, tiens, là, est-ce qu'on part pas plus vers du Lovecraft? Et vas-y, celui-là, on se le fait en numérique et il sera essentiellement présent sur les réseaux. En fait, on essaye d'avoir cette ouverture et cette largesse d'esprit, en fait, à se dire, on reste pas cantonné à un truc. Comme ce que je fais dans ma boîte en fin de compte, où je suis sur du multi-support et je pars sur tout et n'importe quoi. Le but, c'est vraiment de se dire, faut pas rester enfermé à quelque chose en fait. Non mais bien sûr, et s'élargir et tester plein de choses en fait. Il faut de toute façon tester hein, et de toute façon 100% des gagnants au loto ont joué. Hein. C'est ça. On a les capacités pour le faire, donc autant s'éclater et pas rester enfermé dans un truc. Non mais c'est ça, c'est la logique qu'il faut avoir de toute façon à un moment donné, surtout dans les métiers comme les vôtres, où il y a cette variable d'incertitude à un moment donné qui peut vachement varier en fonction des expériences que vous faites aussi. Quoi. Bon du coup on va peut-être s'arrêter là. On va quand même montrer un peu ce que vous faites. Bon, lui, il s'est passé un accident, mais... Battez-moi ça, là. C'est quoi? C'est un Zeus? C'est un dieu? C'est le mien, celui-là. C'est le tien, c'est Julien? Ouais, c'est Julien. Une reproduction... Il y a quand même beaucoup de rapprochements avec moi, là. C'est vrai. C'est pas mal. Dans quelques années. Ensuite, on va le remontrer. Et cette fois-ci, il y aura moins d'accidents. Donc ça, c'est Lulu. Voilà. Et si tu veux montrer quelque chose aussi, je vais montrer un truc que j'ai fait spécialement pour aujourd'hui. Moi j'ai fait un peu de fan art aujourd'hui. Ah. Voilà. C'est de l'aquarelle ça hein? Ah ouais, c'est de l'aquarelle, du brodenois. J'ai repris les personnages de la trilogie du film Dragon. Et en fait, les dédicaces que vous avez au-dessus, ce sont les doubleurs qui sont présents aujourd'hui. Donc j'ai Daniel et Donald Renew alors. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai fait mes petits fan art et je suis allé me les faire dédicacer. Ah c'est trop stylé quoi. Ça vaut de l'or ça, tu le gardes? Ah je les garde. C'est l'idée est cool ouais franchement. Et du coup je commence à en avoir quelques-uns là-dedans, vu que ça fait 4 ans qu'on vient ici, j'en ai 2-3 sous la main. Trop stylax quoi. Super, merci beaucoup en tout cas d'être venu passer nous voir, de répondre à mes questions existentielles, tout ça. Mais intéressante. D'ailleurs, petite précision, je sais pas si tu as remarqué, il t'a dit qu'il avait fait une partie du dessin à la brodenois.
Il a fait des parties du dessin. Il a fait le fond à la broue de noix en fait. Avec du broc de noix, ouais. Qui est pas du tout un matériau que tu utilises pour dessiner à la base. Je connais pas. C'est ancien déjà. C'est Tout le monde connaît pas. C'est une essence qui sert à teinter le bois pour les meubles. Ah ouais. Et ça c'est un... C'est un liquide brun. Et en général, ouais, tu vieillis ton bois avec plutôt que... Oh, trop stylé, non, je savais pas. Comment t'appelles ça? Du brou de noix. Du brou de noix. C'est issu de la bogue de la noix. Ah, mais c'est bruxellois. Parce qu'en fait, chez Métabule, on s'éclate aussi à peindre avec des trucs qu'on peint pas avec. Quoi. Ah non, mais c'est stylé. On peut utiliser une huile de moteur ou un jus de betterave, bah allez hop. On l'expérience encore une fois. C'est ça. Tu t'approches la feuille un peu trop du feu, ça crame, mais c'est... C'était voulu, c'était voulu. Et non, mais super. Bah, merci en tout cas d'être venu passer nous voir. Et c'était super merci cool. à toi. Merci, au revoir. Bye. Salut.